Le condensateur est un composant omniprésent en électronique. Il n'a que deux bornes, son symbole c'est simplement deux traits, et pourtant on le retrouve partout, dans presque tous les circuits électroniques. Mais attention, en électricité on ne voit rien, on n'entend rien, et pourtant le danger peut être réel. Mal branchés, les condensateurs peuvent exploser. Et certains condensateurs, fortement chargés, peuvent être très dangereux, voire mortels, si on les manipule sans précaution. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'un des composants les plus importants de toute l'électronique. Et à la fin, vous saurez ce qu'est un condensateur, comment il fonctionne, à quoi il sert, et surtout pourquoi on le retrouve absolument partout dans les circuits électroniques. Et pour rendre ça un peu plus interactif, plusieurs questions vont apparaître pendant la vidéo. Alors prenez 2 secondes pour y répondre et voyons si vous devenez incollable sur les condensateurs. Pour expliquer les rôles possibles du condensateur, on va s'appuyer sur deux grandes propriétés. Deux propriétés qui vont donner naissance à différentes grandes familles de montage. La première est sans doute la plus connue. On peut voir le condensateur comme un réservoir d'énergie. Alors imaginez un condensateur, lorsqu'on le relie à une pile, il se charge et stocke de l'énergie. Et si on le débranche de la pile, eh bien cette énergie ne disparaît pas. Elle reste stockée et on peut même la réutiliser. Par exemple, si on connecte ce condensateur chargé à un petit circuit très simple, une résistance et une lampe, alors on observe quelque chose d'intéressant. La lampe s'allume pendant un court instant. Cela signifie qu'il y avait bien de l'énergie stockée dans le condensateur et que cette énergie est maintenant restituée au circuit. Maintenant, prenons exactement le même circuit mais sans condensateur et alimenté avec la pile. On ferme l'interrupteur, la lampe s'allume. On l'ouvre, elle s'éteint immédiatement. Et si on répète rapidement, la lampe clignote. Ajoutons maintenant le condensateur au circuit et on recommence. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Et là, on observe que la lampe ne s'éteint plus instantanément. Elle reste allumée quelques instants, même pendant les petites coupures. Et ceci est possible car le condensateur a stocké de l'énergie lorsque l'interrupteur est fermé. Et au moment de la coupure, il la restitue au circuit. Il prend le relais, juste un court instant, mais suffisamment longtemps pour compenser les micro-coupures. Il agit comme un véritable amortisseur électrique. Et cette propriété est extrêmement importante, parce qu'avec ce principe très simple, on peut déjà comprendre beaucoup d'applications des condensateurs. Des applications que je vais vous présenter dans cette vidéo. Les condensateurs de découplage, les condensateurs de lissage dans les alimentations, la correction du facteur de puissance dans les réseaux électriques, ou encore le démarrage de certains moteurs, comme dans les volets roulants ou les pompes. Et ce n'est que la première partie. Un peu plus tard dans cette vidéo, on découvrira une deuxième propriété fondamentale du condensateur. Une propriété qui va nous permettre de comprendre le filtrage des signaux. Mais alors, comment un simple composant peut-il faire ça? Eh bien, pour le comprendre, il faut regarder comment un condensateur est construit. Un condensateur, c'est une structure en sandwich. Deux conducteurs, appelés armatures, séparés par un matériau isolant, le diélectrique, ici en orange. Ce modèle à armature plane que vous voyez à l'écran s'appelle le condensateur plan. Il est très pratique pour comprendre la physique du phénomène, mais dans la réalité, pour stocker plus d'énergie, les armatures doivent avoir une grande surface. C'est pourquoi les fabricants de condensateurs superposent des couches conductrices et isolantes, puis les empilent ou les enroulent sur elles-mêmes. Et c'est ainsi qu'on obtient de grandes capacités dans des composants très petits. Mais alors, où est réellement stockée l'énergie? Pour le comprendre, regardons ce qui se passe à l'intérieur d'un condensateur quand on le relie à une source de tension. Dès que la tension est appliquée, immédiatement quelque chose se produit. Les charges électriques se réorganisent sur les deux plaques du condensateur, mais pas de la même façon. Sur une armature, un surplus d'électrons apparaît, et sur l'autre armature, au contraire, c'est un déficit d'électrons qui apparaît. Résultat, on a alors une plaque négative et une plaque positive. Et entre les deux, instantanément, un champ électrique s'est créé à travers l'isolant. Mais les électrons ne peuvent pas traverser l'isolant et restent sur leur plaque. On a alors deux plaques chargées de façon opposée qui se font face, sans mouvement possible des charges, ce qui entretient l'existence du champ électrique.
Oui, les armatures stockent des charges, mais l'énergie stockée dans un condensateur n'est pas dans les plaques elles-mêmes. Elle se trouve dans le champ électrique existant dans l'espace entre les deux armatures. Un condensateur est caractérisé par sa capacité, notée par la lettre grand C. On peut la voir comme la taille du réservoir. Son unité s'appelle le farad, dont le symbole est la lettre F majuscule, en hommage au physicien Michael Faraday. Mais soyons honnêtes, un farad, c'est énorme. En pratique, on utilise surtout des microfarads, des nanofarads ou des picofarads. Tous les condensateurs ne se ressemblent pas. Le principe physique reste le même, mais selon l'usage, la technologie change. Par exemple, les condensateurs électrolytiques permettent d'obtenir de fortes capacités dans un volume réduit. On les utilise souvent dans les alimentations, mais ils ont une particularité importante. Ils sont polarisés, ce qui apparaît d'ailleurs sur leur symbole. Polarisés, cela signifie qu'ils doivent être branchés dans le bon sens. Et si on les connecte à l'envers, ils peuvent exploser. Et si on regarde la scène au ralenti, on voit bien que la pression monte et que le boîtier se déforme. Regardons justement ce qu'il reste de ce condensateur après l'explosion. Ici, on voit le boîtier qui a été arraché, et là, les restes des armatures métalliques et quelques morceaux de l'isolant. A l'inverse, les condensateurs céramiques sont très petits et très rapides. Ils sont parfaits pour les signaux rapides ou le découplage. Il existe aussi les condensateurs à film, plus stables. On les retrouve par exemple dans certains circuits audio ou dans des montages de temporisation. Et c'est aussi cette technologie qui est utilisée dans les condensateurs de moteurs comme ceux des pompes ou des volets roulants. Maintenant, parlons de la charge stockée dans un condensateur. Cette charge est notée par la lettre Q majuscule et elle s'exprime en coulombs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est proportionnelle à la tension appliquée. On a Q est égal au produit C fois U. Autrement dit, si la tension augmente, la charge stockée augmente aussi dans la même proportion. Mais ce n'est pas tout. Un condensateur ne stocke pas seulement de la charge, il stocke aussi de l'énergie. La formule qui définit cette énergie, exprimée en joules, indique que deux paramètres jouent un rôle. D'abord, la capacité grand C. Plus elle est grande, plus on peut stocker d'énergie. Mais surtout, et c'est très important, l'énergie dépend du carré de la tension. Autrement dit, si on double la tension, l'énergie stockée est multipliée par 4. Un point important à ne jamais oublier, un condensateur peut rester chargé même lorsque l'alimentation est coupée. Et manipuler un condensateur encore chargé, surtout dans des circuits à tension élevée, peut provoquer un choc électrique grave. On peut voir le condensateur comme un petit réservoir d'énergie, mais il ne stocke pas l'énergie comme une batterie. Une batterie stocke l'énergie chimiquement et la restitue lentement. On pourrait dire que la batterie est un coureur de fond. Le condensateur, lui, peut se charger et se décharger très rapidement. Et c'est précisément ce qui le rend si utile. Ainsi, dans les circuits électroniques, on trouve très souvent des condensateurs placés en parallèle au plus près des composants sensibles. Microcontrôleurs, circuits logiques, amplificateurs. La raison est simple, le courant que consomment ces composants n'est jamais parfaitement constant. À chaque commutation, la demande de courant peut changer brutalement. Résultat, la tension d'alimentation peut chuter ou se mettre à onduler. Or, ces composants ont besoin d'une tension la plus stable possible pour fonctionner correctement. On place donc un condensateur entre l'alimentation et la masse, juste à côté du composant. Il agit comme une petite réserve locale d'énergie. Il peut fournir instantanément le courant nécessaire quand la demande augmente. On appelle cela un condensateur de découplage. Voyons maintenant une autre application très importante d'un condensateur placé en parallèle, le lissage de la tension. Par exemple dans les chargeurs électroniques. Alors prenons un cas très courant. À partir du réseau électrique, on utilise d'abord un transformateur, puis un pont de diode. L'allure de la tension en sortie de ce pont apparaît ici en rouge. Ce pont de diode transforme la tension alternative en une tension toujours positive. On dit que la tension est redressée. Le problème, c'est que cette tension n'est pas stable. Elle présente encore de fortes ondulations.
Or, ce type de tension n'est pas idéal pour alimenter un circuit électronique ou pour charger correctement une batterie. Il faut la rendre la plus régulière possible. Pour cela, la solution, vous la devinez désormais. On place un condensateur en parallèle de la charge. Résultat, il réduit les variations de la tension et la tension devient beaucoup plus lisse. C'est pour cela qu'on parle alors de condensateur de lissage. Dans les alimentations électroniques, c'est généralement le gros condensateur polarisé que l'on trouve juste après le pont d'iode. Voyons maintenant une autre utilisation importante des condensateurs, mais cette fois dans les réseaux électriques industriels. Prenons le cas d'une entreprise qui utilise beaucoup de moteurs électriques. Du point de vue du réseau électrique alternatif, une telle installation se comporte un peu comme une résistance associée à une inductance. C'est ce comportement que je simule ici à l'écran. La partie résistive correspond à celle qui produit du mouvement, de la chaleur, bref, du travail utile. C'est l'énergie réellement utilisée. L'inductance, elle, est liée au champ magnétique nécessaire au fonctionnement des moteurs. Lorsque le courant varie, une partie de l'énergie est stockée dans le champ magnétique, puis restituée au circuit. Conséquence, le courant et la tension ne sont plus parfaitement synchrones. Comme on le voit ici à l'écran, le courant, en bleu, est légèrement en retard sur la tension représentée en rouge. On dit qu'ils sont déphasés. Et ce déphasage pose un problème très concret. Il fait circuler plus de courant dans les lignes sans pour autant fournir plus d'énergie utile. Et lorsqu'il devient trop important, le fournisseur d'électricité peut même le facturer. Alors, dans cette simulation, le courant appelé par la charge vaut 44,5 ampères. Et pour limiter ce phénomène, on peut ajouter des condensateurs en parallèle de l'installation. Leur effet est opposé à celui de l'inductance. L'inductance retarde le courant, le condensateur, lui, le fait avancer. Et en combinant les deux effets, le déphasage diminue. Et le courant diminue aussi. Dans cette simulation, l'ajout du condensateur fait passer le courant de 44,5 ampères à seulement 36,1 ampères. C'est ce qu'on appelle la compensation du facteur de puissance. Et dans les installations industrielles, cela se fait souvent avec des batteries de condensateurs installées dans des coffrets raccordés au tableau électrique. Le déphasage introduit par le condensateur a aussi une application très concrète. Le démarrage de certains moteurs monophasés, par exemple dans les volets roulants ou les pompes. Grâce au condensateur, les courants dans les deux enroulements du moteur sont décalés. Cela crée un champ magnétique tournant, ce qui met le moteur en mouvement. Avant de continuer, si ce genre de vidéo vous plaît, pensez à vous abonner. Et si vous voulez soutenir la chaîne, laissez un petit like ou un commentaire. C'est ce qui permet à YouTube de proposer la vidéo à plus de monde. Alors, jusqu'ici, on a vu que placé en parallèle, le condensateur se comporte comme un petit réservoir d'énergie. Mais si on le branche en série, que se passe-t-il? Et c'est là qu'apparaît la deuxième grande propriété des condensateurs. Alors, regardons ce montage. On a une source de tension réglable par cette glissière. Cette source de tension qui alimente un condensateur en série avec une résistance. Et j'ai placé un voltmètre au bord de chacun des deux composants. L'évolution de la tension d'entrée est affichée en rouge, ici en bas de l'écran, et la tension de sortie du montage, ici au bord de la résistance, est affichée en bleu. Si la tension d'entrée est continue et constante, par exemple 10 volts, on mesure alors 10 volts aux bornes du condensateur, et on voit que toute la tension se retrouve aux bornes du condensateur. En revanche, au bord de la résistance, 0 volts, il n'y a aucune tension. Mais pourquoi on ne retrouve aucune tension en sortie? Eh bien, c'est parce que le condensateur bloque le courant continu. Mais si je fais maintenant varier la tension d'alimentation, la situation change. Les variations de tension traversent le condensateur et apparaissent au bord de la résistance. En résumé, les variations rapides passent, le continu et les variations lentes sont atténuées. Le montage se comporte donc comme un filtre passe-haut. Et maintenant, si on inverse simplement la position des deux composants, on va obtenir un comportement très différent. Comme pour le montage précédent, on applique à l'entrée une tension qui peut varier, et on observe la tension de sortie qui est maintenant aux bornes du condensateur.
Cette tension est affichée en bleu ici sur le graphique. Si la tension d'entrée est continue et stable, le condensateur se charge et il conserve cette tension à ses bornes. Autrement dit, cette fois-ci, la composante continue se retrouve entièrement en sortie. Mais dès que la tension commence à varier rapidement, le condensateur n'a plus le temps de suivre complètement ces variations. Résultat, les variations rapides sont atténuées, tandis que les variations lentes sont conservées. On dit donc que ce montage laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes fréquences. C'est ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Et on arrive à la dernière application que je voulais vous présenter. Les condensateurs permettent aussi de créer des temporisations. Alors, on l'a vu, un condensateur peut se charger ou se décharger très rapidement. Mais si on l'associe à une résistance, qui est son inséparable compagne dans beaucoup de montages, alors la vitesse de charge et de décharge peut être contrôlée. C'est justement ce principe qu'on utilise dans certains circuits pour créer des oscillations. Par exemple, dans ce qu'on appelle un montage astable, comme ici ce montage avec un composant NE555. Placé en série avec cette résistance, le condensateur se charge, puis se décharge, puis se recharge, et ce cycle se répète en permanence. On obtient alors un signal périodique, et dans ce montage, cela permet simplement de créer un clignotement. Mais une question se pose. À quelle vitesse ce cycle se répète-t-il? Alors, cette vitesse dépend d'un paramètre très important, la constante de temps, qui est notée τ, et sa formule est très simple. τ est égal au produit R fois C. Autrement dit, la résistance multipliée par la capacité. C'est donc en choisissant les valeurs de cette résistance et de la capacité de ce condensateur que l'on peut régler la fréquence d'oscillation du montage. Et ce principe ne sert pas seulement à produire des oscillations, il est aussi utile pour créer des minuteries, comme par exemple dans ce montage appelé monostable. Dans ce cas, à partir de l'appui sur un interrupteur, le circuit ne produit qu'une seule impulsion pendant une durée bien déterminée, avant de revenir à son état initial. Et c'est en choisissant les valeurs de cette résistance et de la capacité de ce condensateur que l'on peut fixer la durée de cette minuterie. Voilà pour l'essentiel sur les condensateurs. Pas mal hein, pour un composant qui n'a que 2 bornes et 2 traits comme symbole.